Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, un podcast par les artistes pour les artistes. Ici, on parle de processus créatif, on parle des réalités et des métiers artistiques et on donne aussi les bons conseils pour se lancer. Si vous découvrez seulement le format ou si vous avez l'habitude de l'écouter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, ça nous aide à faire grandir le podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un métier dont on ne connaît pas forcément les réalités et ce métier, c'est celui de mannequin. Et j'accueille au micro de Première Loge Alex Valentin pour nous parler de son métier de mannequin. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Alex Valentin, tu l'as bien dit. Je suis mannequin maintenant depuis 10 ans. Je vis à Paris. On a l'impression que je fais ma vidéo de mannequin. Je mesure 1m83. Je vis à Paris, j'ai 32 ans et voilà. D'où te vient, toi, à la base, ton intérêt pour le mannequinat ? Il me vient pas du tout, en fait. Je pense, comme beaucoup de mannequins, c'est rare les personnes qui se lèvent le matin et se disent j'ai envie de devenir mannequin, ou juste après la 3e, qu'est-ce que je coche comme case, devenir mannequin. Donc non, c'est vraiment arrivé par hasard. Le hasard, je dirais les rencontres, beaucoup de rencontres, ont fait que ça a été amené petit à petit et ça a débloqué jusqu'au métier de mannequin. Ça a commencé par du loisir, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui faisait de la photo. Cette personne-là, du coup, m'a initié au mannequinat. J'ai commencé, j'ai signé dans une agence, puis du coup j'étais là en mode un peu loisir, je découvrais, je disais c'était cool, ça permet de gagner un petit peu d'argent, donc ça faisait un complément de salaire. Et au fur et à mesure, ce complément de salaire a évolué et j'ai évolué avec et j'ai compris que ça pouvait être un métier et c'est devenu mon métier très rapidement. Ouais. Et ça ressemblait à quoi justement tes premiers jobs ? Premier job, le premier, moi je suis originaire de Saint-Étienne. Premier job, c'est à Saint-Étienne. Je me rappellerai toujours, c'était pour plutôt un grand supermarché, entre guillemets. Et ce supermarché-là vendait des vêtements. Donc, si je me souviens bien, c'est Casino, Géant Casino. Ah oui. C'est un peu comme Leclerc ou les trucs comme ça. Et le premier job, on me dit, Alex, t'es de Saint-Étienne, tu vas travailler à Saint-Étienne parce que le photographe qui shootait pour cette marque-là était là-bas. Donc j'arrive sur un set, je me fais maquiller, première aussi. Je m'étais en mode, ok, c'est que pour les filles. Bah non, c'est peut-être pas que pour les filles. Et on passe devant l'appareil photo. Je me fais assez guider, c'était assez facile. Et on me dit juste, Alex, mets ses vêtements, souris. Et j'étais comme ça. On a pris une photo, on m'a dit c'est bon, t'as gagné ta journée. J'ai dit waouh, j'ai envie de faire ça. J'exagère, mais en vrai, c'était très très cool, très très facile. Et le plus simple pour moi, c'était juste de rester naturel. J'arrive sur un set, je suis naturel et on me dit souris. Et tu te dis j'ai gagné ma journée, c'était assez cool. Après, il y a du travail derrière là-dessus, mais au début, sur le premier, j'étais bluffé et dire c'est aussi simple. Et au fur et à mesure, je vois que ce n'était pas si simple, mais au début, franchement, trop bien, quoi. Et ça a été quoi le moment où le déclic, où tu t'es dit, ok, je veux vraiment en faire mon métier et je vais me mettre à 100% pour réussir ? Le déclic, il a été facile, il a été, comme je reprends la base, mais je viens de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on ne fait pas de mannequinat. Saint-Étienne, c'est un peu compliqué. C'est une belle ville, on va dire, mais il n'y a pas de mannequinat. Donc, le mannequinat est dans les grandes villes. Donc, il y a Lyon, il y a Paris. Le déclic, ça a été en fait de prendre le départ et de dire j'ai envie d'aller dans les grandes villes, j'ai envie d'aller à Lyon, j'ai envie d'aller à Paris pour réussir dans le mannequinat. Et là, à ce moment-là, moi-même, j'étais commercial. Et je travaillais donc avec mon patron. Mon patron me dit écoute, Alex, c'est bien, tu as ton emploi du temps, tu peux aller faire tes petits shoots à droite, à gauche, ça t'amuse, c'est bien. Vraiment, même lui, prenait pas forcément ça au sérieux, quoi, entre guillemets. C'était un peu de la rigolade. Et du coup, il dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse 6 mois. Tu as 6 mois top chrono. Donc, t'arrêtes ton boulot, t'as 6 mois, tu vas à Paris, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, tes photos, pas tes photos. Dans 6 mois, tu reviens, pas de problème, je te reprends, mais je veux plus en entendre parler. Et en fait, ça a été le meilleur choix de ma vie parce qu'en gros, quand t'as un patron qui te met un petit coup de pied aux fesses, et qui te dit vas-y, fonce, t'y vas, toi, t'as rien à perdre, t'as pas de stress aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que j'avais déjà mon boulot au cas où si ça ne marchait pas, mais par contre, j'y allais en mode déterminé. C'est-à-dire qu'un petit gars de la campagne qui arrive en ville, il a faim en fait. Et là, à ce moment-là, j'avais de la chance parce que j'avais rencontré donc une fille qui voulait devenir mannequin aussi. Donc on y va en duo. Donc ça a été très très cool parce que ça a été une force d'y aller à deux et pas d'y aller en mode solo. Donc on était tous les deux en mode genre on part chacun de notre campagne, on se met ensemble et on va conquérir Paris maintenant pour le mannequinat. Ouais. Donc finalement, c'est vraiment le fait d'avoir eu cet ultimatum qui t'a lancé. Oui, complètement. Sinon, comme tu le dis, ma vie, elle était... C'est pas fini. Mais en fait,
J'ai fini l'école à 21 ans. 21 ans, j'avais mon CDI. Oui. 21 ans, j'étais commercial et formateur pour une grande enseigne. J'avais mon appartement, j'avais ma copine. Tout était plié. C'était tracé, quoi, ouais, vraiment. J'avais ma petite voiture sympathique. Ouais. Vraiment, c'était genre... je vais pas dire j'avais réussi ma vie, entre guillemets, mais c'était dans un bon début, quoi. Et c'était une vie, on va dire, de province, classique, basique, et avec un boulot à la clé, tranquillement, quoi. Elle n'était pas chamboulée, mais je pense qu'il me manquait ça. C'est-à-dire que c'était pour moi peut-être trop simple. Et le fait d'être dans une ville où tu fais tous les jours la même chose, etc. Pour moi, j'étais en mode, il n'y a pas ce petit truc qui va me faire peut-être avoir peur de ne pas travailler, peut-être voir de nouvelles personnes. En fait, je rentrais vraiment dans une routine, même à 21 ans. Et le côté de dire genre, bon, bah vas-y, en fait, ça me met les frissons de partir à Paris, la grande ville, waouh, aller dans un milieu où tu dis à tes parents, je vais faire du mannequinat. Ils sont en mode, Alex, t'as un CDI, t'es formateur dans une... Ça sert à quoi que tu fasses ça? Un peu genre, t'as une sorte de pression, mais t'y vas, comme je te le disais, sans stress. T'y vas aussi en mode, quand t'arrives à Paris, c'est les vacances en fait. Moi, je viens de la campagne, donc j'arrive à Paris, je suis en mode, waouh, c'est beau, Paris. J'ai compris un truc à Paris, peut-être qu'on rebondira là-dessus, mais tu vois, un service chez moi, c'est la vie de rendre un service à quelqu'un. Un service à Paris, c'est de l'argent. En fait, quand tu comprends qu'un service à Paris, c'est de l'argent, et ben, t'as tout compris au niveau du business, je pense. Ouais. À Paris, il y a le mot pas d'amis, attention, il y a des amis, mais chacun est là pour son gagne-pain. Donc, en gros, dès que tu comprends ça, tu te dis, OK, j'y vais. Et moi, en tant que commercial, c'est-à-dire que c'était en mode genre, bon, OK, je vendais des produits. Là, tu y vas pour te vendre toi. C'est encore ton produit, tu le connais par cœur. Donc, tu as juste à du coup le mettre en valeur et le vendre après aux agences, aux photographes, aux vidéastes, aux productions, etc. Mais ouais, non, c'était vraiment le tremplin, quoi. Et justement, il faut d'abord vendre souvent son profil de mannequin aux agences. Ça a été quoi, toi, les débuts? Comment tu as démarché les agences? Comment tu as réussi à signer? Ça a été un parcours difficile? Je dirais que j'ai pas perdu 2 ans, mais j'ai eu 2 ans de réflexion. C'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, j'avais la chance de sortir avec une fille qui faisait un peu de photos au début, donc qui m'a vite initié à l'époque. On remonte là sur Facebook. Et donc ça faisait le buzz sur Facebook, ça m'a permis de rencontrer des photographes. Ces photographes-là avaient des contacts en agence. Ça a été vraiment, comme je te le dis, le mot rencontre est vraiment important parce que toute ma vie, ça a été ça. Ça a été que des rencontres. Donc les photographes avaient des contacts en agence, ils m'ont fait rencontrer les bookers. Je suis allé en agence, j'ai signé en agence et j'ai commencé à travailler avec ces agences-là. J'avais la chance d'être à Saint-Étienne. Il y avait les agences qui étaient à Lyon et qui aussi avaient des agences à Paris et à Marseille. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Je faisais Saint-Étienne-Lyon. Lyon, du coup, après, on m'envoyait à Paris, on m'envoyait des fois à Marseille. Il y a un mot qu'on m'a dit dans le mannequinat qui m'a toujours bluffé. Un jour, il y a une agence qui me dit « Écoute, Alex, là, il y a ce client-là, on va dire que t'es mannequin parisien. » Je dis « Oh, je vivais pas encore à Paris. » Et je dis « Ah bon? Mais je suis à Saint-Étienne. » Et ce job-là, tu vois, il était, je crois, à Lyon. Tu vois. Et il me dit quand t'arrives sur le set, tu dis que t'es Paris. Je lui dis « T'es parisien. » Je dis « Mais pourquoi? » Il dit « Parce qu'un mannequin parisien, il est beaucoup plus cher qu'un mannequin provincial. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, c'est-à-dire que... » Et en fait, ils m'ont dit ce jour-là, c'était même... Maintenant, on peut en parler, c'est tellement vieux. Ils ont pris un billet de train Paris-Lyon. Moi, j'habitais à Saint-Étienne, j'y allais en voiture. J'y suis allé en voiture. J'ai dit au client que je venais en train. Et c'est-à-dire que personne n'a pris le train, en fait. Mais pour être vendu, et c'est là où on voit l'image, en fait, parisienne. Quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui vit à Paris, il a cette image parisienne, il a cette image luxe. Quelqu'un qui vit à la campagne, évidemment qu'il a une vie superbe, etc. Il y a ça, mais il a une vie de campagnard. Et c'est vraiment 2 profils différents, et ça a été prouvé, tu vois, le jour de ce job-là, quoi. Et depuis que j'ai compris ça, je me suis toujours dit, tu pars d'où? De Paris. Voilà, je pars de Paris. N'importe où dans le monde, je pars de Paris. Même si je suis sur place, je pars de Paris. Après, je comprends, mais ça a été prouvé aussi un peu par le contre-exemple. Tu vois ce que je veux dire? Si l'agence, elle avait assumé, entre guillemets, que tu n'étais pas de Paris, tu aurais peut-être été pris quand même pour ce job. Alors, j'aurais peut-être été pris, mais j'aurais été payé moins cher. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont vraiment dit, c'est un mannequin parisien. Pour être payé plus cher, qui dit être payé plus cher, dit eux aussi gagner plus d'argent. C'est hallucinant. C'était quoi ta meilleure et ta pire expérience de shooting? Facile, meilleure, de toute façon, c'est les voyages. Dans tous les cas, dans le mannequinat, c'est quand même le truc le plus cool, on va dire, c'est vraiment les voyages. Pourquoi? Parce que tu voyages gratuit, entre guillemets, t'es payé
Ouais. pour faire souvent le job et le voyage. Et tu voyages avec une team. Et quand tu voyages avec une team que tu connais ou que tu connais pas, ça crée tout de suite une petite symbiose où ça fait un peu genre, je sais pas, une colonie de vacances, etc. Mais c'est très cool. Le but, c'est que le travail soit fait, c'est pas le souci. Mais le plus beau des jobs pour moi, ça a été Santorin. On part avec une équipe pour Abritel. Donc c'est un peu comme Airbnb, enfin les trucs comme ça. Et typiquement parlant, on part à Santorin où on doit faire une vidéo de 3 villas différentes. Villas de luxe, magnifique, temps paradisiaque, etc. Santorin, la petite île, coucher de soleil, enfin, tout était bien. Et le but de ces vidéos-là, c'est de mettre en valeur les maisons et les événements. Donc, en gros, on faisait tout. C'est-à-dire qu'en gros, des méga barbecues, des pool parties, des quads, on partait dans le désert et dans le quad, enfin, on jouait au beach volley, enfin, vacances, vraiment en vacances, et t'es filmé pour les vacances. Et le soir, tu fais la fête, t'es filmé pour faire la fête. Mais en plus de ça, tu fais vraiment la fête. Enfin, c'était vraiment genre, tu te dis, wow, ce métier-là, il est incroyable, quoi. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et je suis juste filmé sur le coup, mais je le vis, quoi. Donc, c'était oufissime. L'équipe était top. Ouais, j'ai un souvenir du plus beau coucher de soleil de ma vie que j'ai vu là-bas, en fait. Et donc, ça m'a vachement marqué. Donc, ouais, non, très, très cool. Ça a l'air assez incroyable. Et du coup, pour parler du côté négatif... J'aurais peut-être dû commencer par ça. Parce que là, tu nous as vendu du rêve, vraiment. Côté négatif, après, bon, là, ouais, on parlait de sourire, des choses comme ça. Il y a des côtés négatifs où ça a été le milieu. Je dirais que c'était peut-être mon 3e ou 4e job. On faisait en fait une sorte de présentation pour Fendi pour des clients particuliers ou des clients privilégiés, je sais pas comment on peut les appeler. Mais donc on était une dizaine de mannequins et on se retrouve donc tous habillés en Fendi. Donc tu vois un peu l'image, donc très classe, très chic. C'était pas un défilé, c'était une sorte vraiment de présentation et on avait un rond. Et sur ce rond, on était là, une sorte de podium. Donc, on avait chacun notre podium. Donc, tu avais 10 podiums dans la pièce. Tu avais des cocktails et tout à droite, à gauche, des serveurs, des machins, les clients particuliers. Et nous, on présentait la collection. Sauf, on ne défilait pas, on ne marchait pas. On était sur notre podium en rond pendant 3 heures. Donc, pendant 3 heures, tu es sur ton, même pas 1 m², comme ça. Et tu as ta pause et tu dois rester pro, etc. pendant 3 heures. Okay. Bon, sur le principe, c'est ton job, tu es payé pour ça, pas de souci. Et en fait, dans les clients, il y avait beaucoup de regards, c'était pas pervers, mais malsain. Et à un moment donné, il y a un client qui va vers un mannequin, comme ça, et il lui fait un geste hyper déplacé où, on peut parler très franc, hein, il lui touche les couilles. Oh my God. Wow. Donc on est en plein présentation, je suis dans mon 3e ou 4e job, et je vois quelqu'un qui arrive et qui lui fait un attouchement, entre guillemets. Cette personne-là que je connais, un mannequin, un collègue à moi, un peu sanguin, lui saute dessus. Petite embrouille, vite, les gardes du corps arrivent, on sépare tout le monde. Le mannequin se fait virer, pas payé. Incroyable. Viré, pas payé. Le client, je me rappellerai toujours, il avait un chapeau de cow-boy, je me rappellerai toujours. Ce gars-là, il reste tout le long. Il repasse, il vient vers moi comme ça, et il me dit cette phrase. Il me dit, et toi, si je te touche les couilles, tu fais quoi ? Ah oui, il était vraiment dans la provocation totale. Provocation totale. En fait, c'est là où je me suis dit, il y a vraiment, en fait, ce côté malsain du luxe, du fashion en fait, de dire t'es privilégié parce que t'es ici par rapport au fait que tu dois avoir beaucoup d'argent et être un très bon client ou je ne sais quoi, et tu peux te permettre des choses comme ça devant par rapport à un être humain, que ce soit homme, femme, etc. Même tu vois, pour le côté où des fois on entend des histoires sur les femmes, on peut entendre ces histoires-là chez les hommes, et là je me suis dit et ma réponse a été tellement en mode genre j'étais bluffé, je dis vas-y essaye, et en fait en provoquant quelqu'un qui provoque, je crois que ça annule peut-être le truc, tu sais, plus, ça fait... Enfin, il m'a regardé, il a souri, il est resté tout le long de la soirée, et il regardait tous les gens, mais très très malsain, très, très... Donc en fait, t'étais en mode déstabilisé par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à ce que le mec venait de dire. On a fini la présentation, comme ça, on est allé voir donc celui qui nous gérait. Je lui explique la scène, je lui explique tout, machin. On a su la finalité qu'il a donc pas payé le mannequin, le client du coup était là, et que je crois qu'il a eu un avertissement par rapport à tous les mannequins. Donc je sais pas s'il a retravaillé avec Fendi, mais tu vois, à la hauteur où ça a été, et ça, c'était un peu en mode genre, le milieu, il est quand même bizarre. Je suis passé à un truc super trop stylé, vacances, bluff, et tu peux passer d'un truc. Donc, c'est là, à ce moment-là, où j'ai commencé à dire, ok, Alex, faut choisir ton camp, en fait. Faut choisir les jobs que tu vas faire, faut choisir ce qui est bien et pas bien. De toute façon, dans le mannequinat, pour moi, il y a 2 catégories. Il y a vraiment la catégorie fashion et la catégorie commerciale, moi, j'appelle ça. Et en fait, je me suis dit, Alex, t'as commencé par quoi ? On t'a mis sur un set, donc sur un shooting photo, on t'a dit souris, et ça a marché. Ok, donc ça donne une image.
Mon meilleur souvenir, c'est quoi? C'est d'être parti du coup sur un Santorin, aller faire un shooting photo pour des vacances, etc. C'est mon profil, hein. Après il y en a peut-être d'autres, c'est très très bien, etc. Mais je me suis dit en fait, voilà, faut choisir sa catégorie. Ma catégorie, elle est dans le commercial. Je fonce dans le commercial. Je me cherche même pas à m'investir dans le luxe ou dans le fashion. Je vais rester dans le commercial. Et si je réussis dans le commercial, bah, tu sais quoi, le luxe viendra me chercher. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est juste, je me suis dit, bah, fonce dans ce que t'es bon et ce qui te correspond et où tu te sens bien. Et voilà, c'est là-dessus que j'ai choisi mon parcours. Et du coup, avec ces expériences, donc notamment cette mauvaise expérience, entre guillemets, est-ce que ça a remis en question ton parcours de mannequin et aussi la façon dont le métier de mannequin peut être considéré dans la société? Ouais, bah oui, complètement. Après, j'allais pas m'arrêter à ça parce que vraiment, c'était un job. À l'époque, c'est pas qu'il y avait énormément de jobs, mais on n'était pas beaucoup de mannequins. Donc, c'est-à-dire que t'allais super vite. Si t'étais bien vu, ça marchait super bien et t'étais appelé vraiment pour plein de choses. Vraiment, il y a eu une époque où, ouais, non, pour moi, je cartonnais. En fait, c'était le début. T'arrives, t'es nouveau profil, donc t'es new face, comme ils disent, et t'es en mode genre, ok, tu prends tous les trucs, quoi. Ouais. Et t'as pas le temps de dire genre, bon, ben, ça, c'était moins bien, ça, c'était bien, c'était moins bien. Non, tu prends ça vraiment comme une expérience. Ok, ça, j'ai testé, ça donne ça. Après, tu fais d'autres jobs, et tu vas te dire, ok, bon, moi, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins bien. Ça. Et par la suite, plus tu, on va dire, vieillis dans le mannequinat, plus après, tu sélectionneras ces jobs-là en disant, celui-là, vraiment, je prends pas de plaisir. Même si c'est une question d'argent, je prends pas de plaisir, ça impacte plein de choses, donc non, j'irai pas, je refuserai. Mais au début, non, tu refuses pas, tu es en mode expérience. Donc, chaque jour, c'est différent. Chaque jour, tu es avec d'autres personnes. Chaque jour, tu crées un contenu différent. Enfin, non, c'était obligé. Pour moi, c'était une expérience. Il fallait que je teste tout, quoi. Comment est-ce que tu définis, toi, le métier de mannequin? Il est hyper vaste. En fait, les gens l'assimilent à Ken et Barbie, sans te mentir, et l'assimilent un petit peu au défilé fashion. C'est-à-dire que tu poses la question à n'importe quel Français, ou même dans le monde, c'est quoi un mannequin? Il va te dire, bah, je sais pas, c'est ce que je vois, c'est Gigi Hadid qui défile. Voilà, ça va être, je sais pas, voilà, ça va être vraiment ce côté genre défilé et quelques photos shooting. Voilà, ça va être vraiment de Ken et Barbie. Vraiment, c'est l'image que moi j'ai là-dessus. Alors que non, bon, comme je te dis, il est hyper vaste. C'est-à-dire qu'en fait, être mannequin, déjà, il y a plein de catégories, je t'en ai cité 2, donc commercial fashion. Oui. Après, il va avoir donc le côté des défilés, oui, il va avoir le côté des shootings photos. Dans les shootings photos, il va y avoir énormément de choses. Il va y avoir des shootings photos pour les campagnes publicitaires, il va y avoir des shootings photos pour les lookbooks, il va y avoir des shootings photos pour les e-shops, donc pour les sites internet, il va y avoir des campagnes photos pour les réseaux sociaux. Une fois qu'on a déjà mis tout ça à côté, il va avoir après ce qu'on va avoir, donc les showrooms. Dans les showrooms, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des présentations aux clients, donc en interne, plus professionnelles. Il va y avoir des présentations aussi en externe. Il va avoir après le mannequin basique. Il va avoir le mannequin qui va vendre juste ses cheveux. Il va avoir le mannequin détail qui va vendre juste sa tête, qui va vendre juste ses mains, qui va vendre juste ses pieds, qui va vendre juste ses jambes. Il va avoir, il y a des mannequins qui sont connus pour être mannequin lumière. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont être là avant la superstar qui est mannequin aussi. En fait, tu me dirais genre la définition du mot métier mannequin, mais je sais pas combien de définitions en dessous. Il y en a énormément, et c'est en fait quand tu comprends ça, c'est là où tu vas te dire bah ok, je veux être mannequin quoi? Bah, je veux être mannequin, je sais pas, défilé, mannequin juste shooting photo, mannequin je suis plutôt petit dans les tailles, bon bah, mais par contre j'ai une super belle tête, bah être peut-être mannequin juste beauté, parce qu'on s'en fout de la taille. Je connais une fille, moi je prends souvent son exemple parce qu'elle est remarquable, elle est peut-être pas forcément super photogénique de visage, mais par contre elle a un corps de déesse, tu vois. Et en fait, cette fille-là, elle gagne sa vie qu'avec son corps. Et tu te dis, c'est incroyable. Bah, elle, quand tu lui parles, elle te dit, bah, moi, je suis mannequin détail. Et oui, c'est un métier aussi. Donc, en fait, il y a un mec que j'adore aussi qui est connu pour être mannequin main. C'est-à-dire que sa vie, je sais pas s'il a une assurance sur ses mains, mais il est mannequin main. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas avec sa tête, il ne travaille pas avec son corps, il travaille que avec ses mains. C'est lui qui fait toutes les montres, toutes les machins. Enfin, c'est énorme, en fait, le potentiel qu'on peut avoir dans le mannequinat. Et c'est juste de le comprendre, savoir comment ça marche, et après de te dire, toi, bah, plus tu corresponds à des choses, plus tu vas travailler aussi. Si demain, je sais pas, t'es photogéniquement parlant beau, oui, bon, bah, tu feras des shootings photos. Oui, si t'es assez grand et t'as un charisme, etc., bah oui, tu feras aussi des défilés. Oui, tu pourras faire des showrooms pour les Fashion Week. Si, je sais pas, t'as des belles mains, bah tu feras aussi ça. Si t'as des cheveux, bah tu iras aussi dans la coiffure. Homme-femme, hein, peu importe. Mais si t'as des tablettes de chocolat, bah tu feras de l'underwear, bien évidemment. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et donc, comme je dis à chaque fois, c'est être un petit peu multitâche. Et il y a un mannequin avec qui j'avais travaillé, un ancien, qui m'avait dit ça. Il m'a dit, Alex, si tu veux réussir dans le mannequinat, il faut que tu sois un caméléon. Et c'est vraiment vrai, en fait. Il faut être en mode, du jour au lendemain, tu peux tout faire.
Aujourd'hui, je fais un shoot lingerie. OK. Le lendemain, tu fais un shoot coiffure. OK. Le lendemain, du coup, tu fais juste du détail main. OK. L'après-lendemain, tu fais un défilé. Après, tu fais un showroom. Après, tu fais... Voilà, c'est vraiment de se dire, je dois être multitâche et je dois correspondre. Un mannequin, il doit être prêt tous les jours à vendre de sa pointe de cheveux à son gros orteil, quoi. Ouais. Mais ça, c'est des questions que je me pose beaucoup. La réussite, est-ce que c'est basé sur la polyvalence ou justement sur l'expertise, sur une seule chose? Tu vois, parce que ça peut être aussi une stratégie, je pense, de se dire je veux lancer ma carrière de mannequin et je vais réussir parce que je vends mes mains, par exemple. Et en fait, je vais être le meilleur. Mais sur ce domaine spécifiquement. Bien sûr, c'est un pari. Je prends l'exemple des femmes, c'est plus facile. Il y en a qui vont dire, tu sais, j'arrive dans le mannequinat, je veux la gloire, je veux défiler pour Chanel. Je me fixe comme objectif de défiler pour Chanel. Donc, je vais mettre toute ma carrière. Je vais refuser peut-être beaucoup de choses pour pas avoir cette image-là, peut-être de commercial ou de. Je veux être en gros l'image de Chanel, défiler pour Chanel. Ça va être vraiment. Elles se mettent en tête là-dessus. C'est un pari. Un pari qu'il faut prendre. S'il y a des risques, de quoi? De dire, t'as essayé, puis en fait, il faut bien penser à un truc, on n'est pas éternel en beauté, donc ta photogénie, elle se transforme au fur et à mesure, même si aujourd'hui, il y a une sorte de mode de plus on vieillit, mieux ça va, entre guillemets, etc. Ça, c'est plutôt cool. Pour les hommes? Hommes et femmes, franchement, hommes et femmes, ça va. Il y a eu ce côté au début où c'était qu'on voulait que des jeunes, puis après, il y a eu ce côté de body positif, après, il y a eu ce côté de on s'accepte comme on est. Donc, non, en vrai, ça va. Il n'y a plus trop de, je vais pas te dire de date limite dans le temps. Il y en a, évidemment. On aura toujours préférence à prendre un homme ou une femme qui n'a pas une seule ride et qui a une peau de bébé. Il faut pas se mentir. Avec un peu de maquillage, une fille qui a 14 ans, tu peux lui mettre 25 ans. Enfin, il y a zéro problème. Une fille qui a 25 ans, pour lui mettre 14 ans, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et vice-versa pour un homme aussi. Hein. Ouais. Donc ça, non, je pense que, revenir à ta question, c'est de... Ouais, il faut vraiment choisir. C'est un pari risqué. Surtout aujourd'hui, il y a 3 types de mannequins. Il y a le modèle. Donc le modèle, c'est la personne qui va commencer à faire des photos amateur, basique, qui va en faire peut-être même pas forcément amateur, peut-être professionnel, mais qui va en faire son passe-temps. Voilà, c'est le modèle. On l'appelle comme ça en France. Il y a le mannequin. Le mannequin, pour moi, quand tu dis t'es mannequin, c'est un métier. Tu gagnes ta vie. Voilà. T'es payé pour être... Donc, je suis mannequin. Il y a modèle, mannequin. Et après, moi, j'appelle ça top modèle ou superstar. Entre les trois, il y a plein de choses. Tu vois. Il y a celui qui va faire ça pour le kiff, pour rigoler, pour juste passe-temps. Celui qui va faire ça pour gagner sa vie, en tant que mannequin, pour se faire payer là-dessus. Et tu as la superstar qui va aussi être payée, mais il y aura un level up qui est quand même énormissime. Donc, je reprends l'exemple de Gigi Hadid. En ce moment, c'est la superstar. Tu prends ce que Gigi Hadid gagne, tu prends ce que je gagne. Il y a un level up, comme je te dis, qui est immense. Immense. Tu vois, on peut partir sur du 4-0, 5-0, 6-0. Il y a vraiment du 7 ou 8-0, tu vois, d'écart. Donc, non, il y a vraiment, voilà, il y a plusieurs profils, on va dire, de standing de mannequin. Et ouais, le pari, il est risqué de dire, genre, je veux faire que ça, je vais me mettre que là-dessus. Oui, mais tu vas peut-être te fermer à tout le reste. Et c'est peut-être, en fait, tu te trompes peut-être toi-même, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes vont se dire « Ah, moi, j'ai vu cette big star et j'aimerais être comme elle, donc je vais tout faire pour être comme elle. » Oui, mais tu n'es pas elle. Et c'est-à-dire que si toi, tu te voyais défiler pour Dior, Chanel, etc., et qu'en fait, ta big star, c'est de shooter pour King Jouet ou Orchestra ou ces trucs-là, en fait, tu t'es complètement trompé, quoi. Et les gens... C'est impossible de dire je m'appelle Alex Valentin et demain je ferai la campagne Dior. Non, c'est impossible. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est impossible de miser toute ma carrière là-dessus. Non, j'ai autant en fait de faire plein de choses, et si je réussis pour moi ces choses-là, j'arriverai à Dior. Je prends l'exemple de Dior, il est drôle. La dernière fois, je marche dans la rue, je vois Kylian Mbappé qui fait Dior. Qui m'aurait dit un seul jour que Kylian Mbappé, j'adore Kylian Mbappé, mais même photogéniquement parlant, on est tous d'accord, on prend Dior, toutes les campagnes de Dior. Ouais. Que fout Kylian Mbappé sur Dior? Et tu vois, c'est ça en fait. Pour moi, ce que je suis en train de dire, c'est exactement ça. C'est de dire que si tu passes par différents chemins, tu arriveras au même but. C'est-à-dire que il faut se dire que faut pas tout miser sur le même cheval. En gros, mise sur d'autres. Et si tu gagnes, au final, tu gagneras le gros lot aussi. Donc voilà, je pense que le mannequinat, c'est un peu ça. C'est de dire, je me mets dans la tête de vouloir faire ça. J'ai mon objectif, mais il ne faut pas hésiter du coup à en prendre deux, trois dérivations. Il y a l'exemple que j'aime bien dire à chaque fois, c'est, tu vois, le mannequinat, c'est comme une autoroute. C'est-à-dire que tu es sur une autoroute. Toi, tu vas tout droit. Tu sais que c'est là-bas, en fait. La victoire, elle est là-bas. Enfin, la fin de ton périple, elle est là-bas.
hésite pas quand même à prendre des fois une petite nationale ou un petit truc à droite, à gauche, 1 ou 2 sorties. Et voilà, c'est comme ça que ça va faire. Et à la fin, tu y arriveras aussi. Donc, la route peut être super longue, mais elle est peut-être aussi fantastique sur les côtés. Ouais. Oui, surtout que c'est aussi, je pense, en testant qu'on arrive mieux à se cibler, à trouver son marché. Ouais. Et comme tu dis, il y a aussi un équilibre à trouver entre ce qu'on souhaite et ce que le marché, où est-ce qu'il nous place, ce qu'il veut pour nous. Donc oui, c'est des choses assez différentes. Tu as parlé aussi de l'importance de l'image de marque en disant que, par exemple, si tu veux être mannequin Chanel, mais pas forcément des campagnes ultra commerciales sur tes réseaux ou montre pas ça. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as vraiment considéré? Est-ce que ce que tu montres, c'est dans un but de construire une carrière à chaque fois? Totalement. Vraiment, en fait, ton image de marque, c'est toi qui l'as construit. L'avantage des réseaux et des books et de tout ça, c'est que le visuel, tu peux montrer ce que tu as envie de montrer. Je m'explique. Tu as envie de faire du luxe. Qu'est-ce qui va te faire gagner de l'argent aujourd'hui? Des campagnes comme, je sais pas, des Leclerc, des machins, enfin, tout ce qui va être commercial, ça va te faire gagner de l'argent. Évidemment que tu vas jamais montrer que tu fais un Leclerc. Jamais tu vas dire waouh, trop content, j'ai fait la campagne Leclerc. Et tu te dis, j'espère que je vais signer pour Louis Vuitton la prochaine campagne. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais techniquement, si tu prends l'inverse, tu te dis je crée une image de marque en mode luxe comme du Louis Vuitton ou des choses comme ça, bien sûr que tu auras les clients commerciaux qui vont dire ah ouais, je l'ai vu, putain. Alors il n'a pas forcément fait Louis Vuitton, mais par contre cette photo-là, du style un peu comme ça, waouh, son image de marque, elle est trop stylée, je le veux. Mais c'est sûr que si tu prends la campagne du catalogue ou du site internet où tu es sur un fond blanc avec la tarte aux pommes de mamie, tu vois. Non, j'exagère, mais non. Mais je reviens au fait de dire oui, c'est toi qui gères aussi ton image. Ton book mannequin, c'est toi qui le gères. Tu vas pas mettre des photos simples, basiques, etc. Non, tu vas faire des photos qui sont travaillées ou des grosses campagnes. Et c'est ça qui va faire ton image de marque. En fait, tout ce qui est sur Instagram aujourd'hui, quand on tape ton nom, peu importe qui t'es, on te retrouve. Déjà, on te retrouve. Mais on te retrouve tout de suite. Instagram est vraiment genre très, très fort là-dessus. Insta, TikTok ou même les 2-3 sites, etc. On te retrouve. Donc, essaie d'avoir une image de marque belle. C'est toi qui peux la créer, c'est toi qui peux la diriger, c'est toi qui peux la faire à ta sauce. On est tous virtuels, en fait. Tu te crées ton avatar. C'est-à-dire que tu tapes Alex Valentin, les gens ils vont dire waouh, c'est lui. Et puis tu vas parler. Ma mère n'a pas Internet, tu vois. Tu vas parler à ma mère, elle ne sait même pas ce qui se passe sur Internet, tu vois. C'est-à-dire que si elle prend un jour un téléphone et qu'elle dit Alex Valentin, elle dit waouh, mais t'as fait tout ça, quoi. Mais comment ça se fait? Enfin, j'ai jamais rien vu, quoi. Mais tu peux créer ce que tu veux, en fait. Tu peux te créer une image forte. Non, c'est vraiment toi qui choisis et elle est hyper importante. Et ouais, non, faut pas du tout la négliger. Et je dirais même qu'elle est plus importante que les jobs que tu vas faire. C'est-à-dire que parfois, il va peut-être falloir... tu vas bosser, mais l'image que tu vas mettre, cette photo-là que toi, tu vas publier, elle a un impact, mais qui est importante parce qu'elle va parler aux gens que tu connais et aux gens que tu ne connais pas. Donc, en fait, il faut vraiment réfléchir. Faut pas tout poster pour dire genre je poste et je travaille, je suis là. Non, en fait, il faut toujours réfléchir quand tu dis je poste, que ce soit une story, une publication, un réel, un TikTok, un contenu, peu importe, etc. Tu sais que quelqu'un va le voir. Dans tous les cas, il y aura toujours une personne qui va le voir. Donc réfléchis quand même à dire est-ce que ça va être bien et pourquoi tu le postes? C'est-à-dire que je le mets, je fais ce shooting-là, je poste cette photo-là, je le mets, mais pourquoi? Pour quel but exactement? Si c'est juste pour dire je le poste et mes copains vont être ils vont sourire, etc., fais-toi un truc privé et envoie ça à tes copains. Mais le but d'un truc public pour moi, c'est que tu veux du retombé. Je ne comprends pas une personne qui va poster pour dire ouais, je m'en fiche. Non, si tu postes et tu t'en fiches, il y a un problème. Il y a un problème. Non, tu postes parce que tu veux lui retomber. Tu veux que les gens le voient. Oui, et puis je pense qu'il faut vraiment garder en tête ce que tu as dit, mais on attire vraiment ce que l'on montre. Ah, mais complètement. Moi, je fais je poste le côté mannequin, oui, mais beaucoup le côté sport. Pourquoi? Parce que j'aime le sport, j'aime travailler avec des marques sportives, j'aime cette dynamique. Je veux, en fait, aller là-dedans, dans ce milieu sportif. Donc, je vais poster des choses sportives. Ça ne me sert à rien aujourd'hui de poster je sais pas, demain je fais la super campagne de, tu sais, quand c'est Noël, Lindt les chocolats, je vais jamais la poster. On s'en fout, en fait. Elle n'a aucun sens. Ou le contenu que je pourrais poster, c'est de dire manger des chocolats, oui, mais en fait, aller faire du sport, tu vois. Il faut toujours que tu aies un travail d'image, etc. Voilà, il faut vraiment le réfléchir et savoir où toi tu veux, ce que tu as envie de construire. Tu peux pas partir dans tous les sens parce qu'après, sinon, on se perd. Et si on tape ton nom et on se dit, oula, alors attends, il fait quoi? Ça.
oula, ça aussi, ça. Non, on sait plus tout et on se perd. Et en fait, on va te donner une image, on va dire une carte que tu n'as pas du tout dans ton book. Ouais. À quoi ça ressemble le quotidien d'un mannequin? Il est cool. En vrai, il est cool. En vrai, franchement, c'est pas prétentieux, mais j'adore ma vie depuis 10 ans. Je kiffe. Ça fait 10 ans que je fais du mannequinat. 10 ans que j'ai la même vie, 10 ans que je n'ai même pas vu passer. C'est-à-dire que je l'ai su il n'y a pas si longtemps, que ça faisait vraiment 10 ans. Et j'étais en mode genre, waouh, c'est trop bien. Quotidien d'un mannequin, c'est... Alors, il y a le côté tout de suite où ça fait peur. On ne sait pas ce qu'on va faire dans une semaine. Ça, c'est toujours un délire. Donc, ça fait 10 ans quand même que je travaille dans le mannequinat. Mais je ne sais toujours pas ce que je fais dans une semaine. C'est-à-dire que là, si je regarde mon planning, je ne sais rien du tout. J'ai 2-3 petits trucs notés, mais je ne sais pas. Tu vois, j'ai un job la semaine prochaine. Mais sinon, tout le reste, je ne sais pas. Tout arrive au compte-gouttes. Donc, c'est un peu flippant. Mais en vrai, c'est kiffant. Parce que du coup, tu es là, tu vis le jour le jour. C'est-à-dire que chaque fois, je me réveille le matin, plutôt tôt. Je suis pas quelqu'un qui se lève tard, donc plutôt tôt pour faire une bonne journée. Je me dis que tout le monde commence à 9h dans le mannequinat, tout le monde arrive, etc. C'est là où il y a les castings. Donc, faut être frais, en fait, opérationnel à 9h. Donc, c'est-à-dire que je me lève moi plutôt vers 6h30, 7h. Je fais mon petit sport, je mange un petit peu, hop, comme ça je suis en pleine forme. Je fais attention à ce que je mange pour être pour avoir déjà une belle peau et pour avoir un beau physique si justement il y a des castings, des clients, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour moi obligatoire. En fait, ça fait partie du job. C'est-à-dire que c'est même pas un régime alimentaire ou un programme sportif que je suis. Non, ça fait partie du job de juste s'entretenir, entre guillemets, et manger bien. Juste pour soi, la peau et le corps. Vraiment, c'est tout en ayant mes petits kiffs à droite à gauche, mais c'est vraiment de dire ma vie, mon quotidien, c'est ça. Ensuite, après, donc tu es là à 9h, pour moi, je suis connecté. Soit j'ai un job, donc je vais directement au job. Le job, c'est peu importe le job de mannequin, mais je vais au job. Soit sinon, je suis sur mon ordi dès le matin. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, en fait, être sur l'ordi le matin pour répondre aux gens. C'est-à-dire que je trouve que tous les gens, ils sont connectés le matin. Si tu réponds, en fait, à des mails, je trouve, ou à des gens l'après-midi, les gens, ils sont flemmards, en fait. T'as mangé, c'est l'après-midi, les gens, ils sont un peu moins connectés, etc. Le matin, tout le monde est connecté, t'envoies tous tes trucs, tes CV, tes machins. Enfin, tes CV, t'envoies tes vidéos de présentation, t'échanges en mail, et ça, pour moi, c'est là où, si je ne bosse pas, je suis sur l'ordi le matin. Ensuite, le midi, petit repas. L'après-midi, tu cherches à faire de la rencontre, du rendez-vous. Il faut du rendez-vous. Ouais. En fait, il faut s'entourer plein de personnes. Il faut être en mode, genre, si tu ne travailles pas, par exemple, si tu n'as pas de job, il faut les faire venir à toi. C'est-à-dire que sur Instagram, il y a un avantage. Instagram, ou même je reprends TikTok, mais plutôt Instagram là-dessus, tu peux contacter tout le monde. Tu peux trouver tout le monde, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, tu peux contacter tout le monde. Donc, pourquoi pas aller voir un photographe, pourquoi pas aller voir une directrice de prod, pourquoi pas aller voir une nouvelle agence. T'échanges un café, t'échanges quelque chose, on sait jamais, ça te fait une rencontre, ça te fait juste, en fait, un cap entre le virtuel et le physique. Oui. Une fois que tu as créé ça, ça te fait en fait un contact en plus qui va peut-être te dire attends, en fait, Alex, tu m'avais dit, toi, t'es mannequin, attends, j'ai peut-être un collègue qui cherche. Et ça te crée en fait une sorte de cercle parce que ce monde-là, il est petit, il est pas grand en fait. Le mannequinat, c'est un peu comme le monde de la télévision, des trucs comme ça. Ouais. Tout le monde dit waouh, ça a l'air ouf, c'est le showbiz, c'est les trucs. Mais en fait, c'est tout petit, tout le monde se connaît, ouais. Tout le monde est. Donc, le but, c'est de connaître le maximum de personnes. Comme ça, tu te crées ton noyau bien dur. Et c'est comme on dit à chaque fois, on dit toujours est-ce que le mannequinat, c'est difficile ? Tu m'as posé cette question-là au début, est-ce que t'as pas trop galéré à rentrer ? Si, c'est dur d'y rentrer dans ce noyau. Mais une fois que tu es dedans, il faut que tu connectes avec tout le monde pour dès que tu es rentré dedans, c'est parti, c'est dedans. Allez, ça tourne. Donc, il faut pas perdre son temps, il faut pas rester chez soi à dire j'attends que les castings tournent, j'attends que on m'appelle, parce que tu peux attendre très longtemps. Ouais. Donc, il faut toujours montrer que tu es là, il faut toujours montrer que tu es sur les réseaux, oui, il faut toujours montrer que tu es à droite, à gauche, que tu vois du monde, que tu échanges avec des personnes. Non, il faut vraiment être, je veux pas dire hyper actif, mais il faut y être, ouais. Et après, tranquillement, tu te reposes le soir. Tu vois, il y a beaucoup d'events à Paris. Donc, c'est pareil, c'est les events ou les running clubs. Tu vois, je vais comparer les deux. Events en mode genre plus party et les running clubs où tu vas courir à faire un peu le sport. Ces trucs-là, c'est les mêmes. C'est des social media. C'est-à-dire qu'en fait, on est là aussi pour échanger. Donc, t'y vas, tu vas rencontrer du monde, blablabla, tu parles. Il y a des choses où des fois, tu parleras pour rien. Donc, tu sélectionneras après tes trucs. Mais t'y vas, tu rencontres. Et après, le soir, t'essaies de te coucher tôt pour te remettre en forme le lendemain, quoi. Et je crois que c'est ce que j'aime bien aussi dans le métier de mannequin. C'est que, pour moi, c'est vraiment un métier d'entrepreneur. Parce que tu dois te cibler, faire ta stratégie, développer ton réseau. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est quoi, toi, justement, tes outils un peu au quotidien pour maintenir ton cap et maintenir tes objectifs ? C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent, les gens pensent que être mannequin, c'est dépendre d'une agence et de dire « Ok, je suis le plus beau ou la plus belle, voilà, et j'attends. J'attends que du coup un client me signe et que je travaille. » Non, c'est vraiment un métier d'entrepreneuriat. C'est vraiment entreprendre quelque chose parce qu'il faut que tu te construises ta carrière. Comme j'ai dit, il faut que tu construises ton image, il faut que tu construises
ton corps aussi pour durer le plus longtemps dans le temps, que tu fasses attention à toi. Et en vrai, je vais pas te dire, mais c'est kiffant. C'est kiffant d'avoir un métier où tu te dis, je dois faire attention à moi. C'est quand même... Oui, c'est-à-dire c'est que un tu cercle prends... vertueux. Tu sais, il y a un exemple que je prends souvent. Alors, il a rien à voir avec la question, mais il est pas mal. Au tout début, quand je suis arrivé à Paris, je prenais le métro. Et dans le métro, tu sais, il y a l'accordéon, là. C'est-à-dire que tu rentres dans le métro et tu as le petit truc à accordéon. Je me mettais tout le temps là, à cette place-là. Donc, tout le monde est assis, tout le monde est comme ça avec son téléphone. Et moi, je me mettais là, petite musique dans les oreilles, parce que j'aimais pas trop le son du métro, mais petite musique, et je regardais les gens. Donc, à droite, à gauche, je regarde les gens, je cherche un regard. Personne regarde, évidemment, tout le monde est sur son téléphone, etc. Et je me dis, oh, tristesse. Souvent, c'est des visages fatigués, des visages, etc. Et c'est beaucoup ce que les gens autour de nous, que ce soit à la province, ils disent oh non, mais je vois les Parisiens, ils sont stressés. Non, pas tous. Les gens qui sont dans cette routine, genre métro, boulot, dodo, et qui n'aiment pas leur vie, en fait, techniquement parlant, et que toi, tu te mets au milieu et tu regardes ça, bah moi, c'était une source de motivation. C'est-à-dire que je regardais ces personnes, je me mettais un bon son dans les oreilles et je disais oh, mais jamais je ne veux devenir comme ça. Donc, ma journée, elle commence maintenant avec un gros coup de pied aux fesses, tu vois, en disant allez, c'est parti, moi, je me bouge. Donc, je sortais du métro, ça claquait 2-3 petits pas de danse et ça y allait, en fait. C'était en mode genre, je crois pas être arrivé une seule fois sur un shooting photo en mode dépression. Toujours grand smile, solaire, quelqu'un de sociable où vraiment, voilà, t'es là pour faire de la rencontre. Tu sais qu'en gros, en un claquement de doigts, ta vie, elle peut changer dans ce milieu-là. Donc, vas-y, fais des choses. Et après, donc, tu disais quels sont les outils que moi je vais utiliser. Ouais, mon planning, je suis hyper carré. Donc, j'essaie d'être. Je pense qu'il faut l'être parce que vu qu'on a beaucoup de jobs différents, beaucoup de rendez-vous différents, il ne faut pas tout mélanger. Il faut juste bien sélectionner les choses. Mon planning, voilà, c'est un agenda comme tout le monde a, mais vraiment carré. Je sais telle heure où je vais, telle heure où je ne peux pas. Enfin, c'est assez carré. Je dirais que ça, c'est le truc le plus important que je regarde, en fait. Je me fixe vraiment à 100% dans mon agenda. C'est ce qui va faire ma journée, ce qui va faire ma semaine. Tu vois, tous les dimanches, typiquement, dimanche soir dans le lit, je fais ma semaine. Je me dis, OK, bon, t'as un job là, t'as ci, t'as ça, t'as ça. OK, tu vas au sport là. OK, là, tu dois voir cette personne, tu le mets ici, tu le mets ici. En fait, je me fais vraiment genre que ça soit très, très carré et que je ne perde pas mon temps. C'est l'exemple entre Paris et la campagne. À la campagne, t'as ta maison, t'as la place. T'aimes être chez toi en train de chiller. À Paris, tu peux kiffer être chez toi, etc. Mais ta vie, elle est dehors. Oui. Elle est faite pour être dehors. Elle n'est pas faite pour être à l'intérieur. À part si tu as un 300 mètres carrés, ça, c'est un autre level, tu vois, c'est encore au-dessus. Mais normalement, ta vie, elle est faite pour être dehors. Ta vie, elle est faite pour aller dans les petits bars, boire le petit café avec quelqu'un, pour aller à droite, à gauche, les pop-up, les machins. Elle est faite pour être dehors. Donc, va dehors et voilà, rencontre les gens. Ouais. Mais vraiment, l'outil le premier que je te dis, c'est vraiment mon agenda, tout simple. Tu as parlé pas mal de sport, d'alimentation, d'hygiène de vie. Comment est-ce que toi, ça a évolué ton rapport à ton physique au fil des années, en 10 ans de carrière? Ouais, il a évolué. Je pense un peu comme... En fait, c'est selon les modes. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais en mode... alors, ça fait peut-être un peu... macho et un peu kéké, mais j'étais en mode genre monsieur muscle. Je me disais, si t'as envie de réussir dans le make-up, faut avoir des muscles, des grosses tablettes, des pecs comme j'avais, donc des bras saillants. Donc je suis arrivé à Paris, j'étais un tank, sans mentir. Après, on m'a dit, écoute Alex, faut que tu rentres dans une veste de costume en 48. J'ai dit, je devais faire du 50-52, tu vois. J'étais vraiment... mais c'était trop musclé en fait. Et j'ai dit, bon bah on maigrit. Donc j'ai joué avec mon corps, donc j'ai maigri tout en restant sec, voilà, j'acceptais la chose, mais j'étais plutôt tout casse. Et j'étais là en mode genre waouh, bah c'est cool, mais du coup je me sentais bien dans ma peau, mais j'étais pas à la hauteur que je voulais. C'est vrai que quand tu prends du muscle, que ce soit pour un homme ou une femme, t'as une sorte de charisme, t'as une sorte de... Voilà, t'es content de ton physique. Ouais. Là, j'étais en mode genre, bon, bah, je suis un petit gringalet. Bon, c'est bien. Alors, évidemment, je faisais pas mal de jobs où je rentrais dans les costumes, des trucs comme ça. C'était trop cool. J'avais vraiment les tailles parfaites, etc. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, je dis OK. Puis après, j'ai réussi à me faire un nom. Donc, au fur et à mesure, on me connaissait et on me prenait vraiment pour mon nom. Donc, c'est-à-dire qu'on venait me chercher, on me disait, bon, bah, Alex, toi, tu mesures combien? T'inquiète, si c'est une veste 48 ou 50, bah, on te met une veste 50. Donc là, je me suis dit, OK, maintenant que t'es un peu connu, bah, on vient plus te chercher pour tes mensurations, on vient te chercher par rapport à ton nom, en fait, par ce qu'on veut, ta tête. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, tu peux reprendre un peu du poil de la bête. Donc, j'ai joué un petit peu au yo-yo avec mon corps en disant, au début, bah, je suis arrivé en mode tank, puis après, j'ai diminué en mode genre crevette. Et après, du coup, j'ai trouvé le juste milieu pour correspondre aux deux.
avoir du coup quand même un peu du costume pour les gens qui me connaissent pas ou des critères vraiment spécifiques et à la fois être aussi bien physiquement parlant pour moi et voilà et pas me dire à chaque fois là attends là tu prends un poids de 12 à la salle non attends prends un poids de 8 parce que sinon tu vas avoir trop de bras tu vois c'était vraiment fallait vraiment faire attention à tous les critères et c'était en vrai c'était une logique et en vrai c'était kiffant parce que t'apprends aussi à connaître ton corps t'apprends à te dire et ben si je pousse plus à la salle, si je mange plus, tac, bah tu peux vraiment faire un écart. C'est un peu, tu sais, quand on regardait des films des fois et tu te disais, waouh, cette actrice ou cet acteur là, il a fait une transformation de dingue et en 3 semaines. Et ben je te promets que c'est vraiment vrai de vrai. Si tu connais ton corps parfait, par cœur, etc., tu peux arriver à faire des transformations très rapidement. Si tu te connais, tu sais comment tu manges, tu sais comment tu peux perdre, tu peux vraiment te transformer du jour au lendemain en mode genre soit t'es un tank, soit t'es une crevette. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Donc ouais, tu t'apprends et tu fais attention et ouais, non, c'est impressionnant. Ouais. Et tu penses que justement la connaissance de soi, c'est le principal atout dans le mannequinat ? Connaissance de soi, j'aime bien, mais plutôt confiance en soi. D'accord. En fait, je trouve que c'est ça là le plus important. Peu importe le physique que t'as, si t'as confiance en toi, les gens vont le ressentir et t'en imposes. En fait, tu regardes de toute façon, je pense dans tout ce qu'on voit sur les réseaux ou à la télé ou les trucs comme ça, tu prends n'importe quelle personne, la plus petite, la plus grande, machin, la personne, si elle a confiance en soi, ça se voit. Elle dégage un truc et t'es en mode genre, peu importe quelle ce soit, là, on parle de fille ou de garçon, la plus belle ou le plus beau ou le plus musclé ou celle qui a les plus belles fesses ou tout ce que tu veux. Si elle a confiance en soi, eh ben, la personne elle a tout réussi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et la confiance en soi, ça se travaille. C'est dur à obtenir parce que c'est une grosse remise en question sur soi. Mais si tu la travailles et que tu l'as, en vrai, t'es intouchable après. Peu importe ton physique, peu importe n'importe quoi, peu importe... Non, t'obtiens une confiance en toi, t'obtiens un charisme, t'obtiens une prestance. Non, t'es un tueur, quoi. Oui, puis t'attires aussi, je trouve, autour de toi. Complètement. Quand Une personne qui a confiance en soi, t'es rayonnante. Toutes les personnes qui sont autour de toi ont envie d'être à tes côtés, etc. Ouais. C'est un plaisir. Non, c'est un plaisir. Ça, c'est vraiment le goal pour moi, de tout le monde, d'avoir confiance en soi. Aujourd'hui, tu vois, personnellement, je pourrais pas dire j'ai 100% confiance en moi, mais j'ai quand même bien plus de 90% où ouais, j'ai confiance en moi, je sais de ce que je vaux, mais je l'ai travaillé tout au long de mes 10 ans de mannequinat et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Si tu veux vraiment, tu vois, un gros point positif du mannequinat, pour moi, c'est ça. Le plus gros point positif, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire, c'est pas forcément d'avoir fait plein de choses, etc. C'est que ça te fait un travail. Une fois que t'as fait du mannequinat, pour moi, tu peux faire, c'est pas tous les métiers du monde, mais tu peux arriver à être en mode, t'as jamais été, je sais pas, boulanger, machin, tu peux y aller. Tu sais ce que tu vaux, tu peux faire les trucs. T'as jamais été, on parle du commercial, tu peux y aller. En fait, t'as la tchatch, t'as tellement parlé, etc. Tu veux être n'importe quel métier, genre c'est un présenteur télé, t'es en mode genre, mais j'ai jamais présenté. Mais ouais, mais ton outil, c'est toi, donc tu sais que tu te connais par cœur, tu peux tout faire. Pour moi, tu peux tout faire. Tu veux être président de la République, va être président. Si t'as 100% confiance en toi, tu peux y aller. Moi, je dis personne n'a 100% confiance en toi, surtout en ce moment. Mais bon, non, mais voilà, c'est vraiment le gros atout, confiance en soi. Mais quand on connaît pas ce milieu, on peut se dire c'est vraiment contre-intuitif. Parce que c'est un métier où t'es quand même exposé au rejet, ou exposé aux critiques, où c'est toujours... tu vas en casting, on te dit non, tu vois, tu peux vraiment te remettre en question fortement. Et finalement, pour toi, c'était le parcours inverse, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est le parcours inverse pour tous. Je me suis toujours posé cette question et je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Je vais peut-être apprendre quelque chose, je vais peut-être même t'apprendre quelque chose. Parce que vraiment, c'est quelque chose où les gens, ils se sont toujours dit, tu sais, dans la mode, pourquoi les filles, pourquoi les garçons doivent avoir des critères de taille ? Pourquoi les filles, on doit faire un 34, être tel... Et personne ne se pose vraiment la question. Personne ne s'est jamais dit, genre, mais pourquoi on prend les plus fines ou les plus fins pour faire du luxe ? T'as la réponse peut-être ? Si tu l'as... Je crois que c'était par rapport aux vêtements qu'en fait, le mannequin, pour ça, il est un peu censé disparaître pour laisser la place uniquement aux vêtements. Il peut avoir, oui, parce qu'au final, ça reste assez... ça peut être ça. En fait, les formes de la personne ne déforment pas le vêtement, entre guillemets. Ok. Donc, c'était un peu ma vision du luxe. Ok. Alors, franchement, ça peut être quelque chose. Mais il y a une règle basique. Je te mets du crocodile sur toi. Tu sais combien coûte le prix au mètre carré au crocodile ? Juste en te disant ça, t'es pas en train de réfléchir à dire, si tu prends une personne qui est plus forte, et si tu prends une personne qui est plus fine, le prix au mètre carré, pour construire par exemple une robe ou un costume ou quoi que ce soit, si tu prends un mec qui fait 100 kilos, tu penses pas que tu vas mettre plus d'argent dans le vêtement que si tu prends une personne qui fait du coup 50 kilos ? Ben, vraiment, la notion basique de ça, c'est ça. Mais la base des bases d'un créateur, ça a été ça. Ça a été de dire, bah, je prends une personne
plutôt fine parce que moins il y a de tissu, moins ça coûte cher. Et typiquement parlant, si tu réfléchis bien, tu te dis, ok, par exemple, je sais pas, tu prends n'importe quel produit de luxe, tu vas te dire, mais en fait, c'est tellement vrai. Tu t'achètes demain une veste en cuir sur une taille S et tu l'achètes sur une taille XL. Typiquement, elle sera peut-être au même prix. Mais logiquement parlant, pour qu'elle soit faite, en coût de production, vaut mieux qu'elle soit faite sur quelqu'un qui fait du S que quelqu'un qui fait du XL, ce qui est complètement logique. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te dis, ah ouais, après, ce n'est pas une excuse pour mettre des barrières au mannequin, pour dire, bah attends, toi, une fille, elle c'est un 36, tu dis, t'es trop grosse. Au bout d'un moment, tu te dis, waouh, tu vas peut-être un peu loin dans tes mots. Mais sauf que dans le mannequinat, il faut aussi comprendre que c'est un discours. C'est-à-dire que dire, genre, t'es trop grosse, ça veut juste dire, t'as pas les mensurations, tu ne corresponds pas à nos clients. Ça veut juste dire ça. Sauf que c'est vrai que quand tu ne viens pas du mannequinat et que t'arrives et on te dit t'es trop grosse, tu peux te prendre à une porte et te dire je comprends pas, je fais un 36 et tu peux après tomber dans les trucs anorexie, tous les trucs comme ça qui font peur. Mais non, vraiment, il faut être en mode genre c'est un discours. C'est-à-dire demain on va dire à cette personne-là elle est trop moche. Ça veut pas dire que t'es moche en mode genre le mot elle est pas belle ou il est pas beau. Ça veut juste dire que tu corresponds pas en fait au profil. C'est des mots simple qu'on emploie dans la vie de tous les jours, mais dans le mannequinat, ça ne doit pas poser de... Moi, il y a eu je me suis retrouvé sur des jobs où on faisait les fittings sur moi, c'est-à-dire qu'on mesurait vraiment de mes pieds jusqu'à vraiment mon cou, et on mesurait tout, et à chaque fois, on disait trop gros là, trop mince. C'est horrible. Et toi, t'es là, tu dois pas bouger, et on te dit, ouais, il est trop gros, il est trop mince là. Oh là, non, ça c'est... ça peut être trop poilu. Non, et t'es en mode genre, tu rentres chez toi le soir, tu te regardes, tu te dis, mais je suis. Et en fait, non, c'est juste, il faut comprendre que voilà, c'est un métier où il y a des critères aussi. Il faut respecter ces critères. Tu peux pas correspondre à tout. Et qu'on te dit un jour, t'es moche, t'es beau, t'es pas belle, ou t'es gros, t'es petit, t'es moyen. C'est comme ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, il faut arriver à s'accepter. Et après, ces mots-là, tu les entends. Et en fait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais c'est dur. Franchement, c'est très, très dur d'entendre. T'arrives sur un set et on te dit, ouais, t'es moche. Waouh. Et t'es grosse, tu dis, wow, putain, là, t'as pris le jackpot. Tu rentres chez toi, t'es dégoûté, tu peux pleurer sur le set. Mais en fait, non, t'es ce qui m'en parlant. Au contraire, c'est peut-être à dire, genre, ok, faut se servir de ça en disant, ok, il faut que ça soit une force. Je fais un 36, vas-y, en fait, je vais aller dans tous les trucs où c'est pour les 36, en fait. Je vais pas chercher à aller dans un 34, ça sert à rien. Faut pas se battre contre son corps non plus, tu vois. J'ai essayé de faire des yo-yo, etc. Puis j'ai trouvé ma morphologie. J'ai dit, en fait, je vais plus bouger, quoi. Ça sert à rien. Je me sens bien dans mes baskets. Je vais pas aller chercher des bâtons dans les roues. Et là, si demain tu veux une veste en 46-48, tout de suite, je te dis, prends quelqu'un d'autre. Je dis, voilà. Ça sert à rien. Oui, tu veux plus, je veux plus faire ces trucs-là. changer ton corps pour correspondre à quelqu'un. Il faut faire le yo-yo que si vraiment t'es en mode genre, je veux correspondre à ça, je veux faire tel et tel job, mais tu l'assumes. C'est-à-dire que tu sais que déjà qu'on pourra te dire ces mots-là. Voilà, on pourra avoir des mots sur toi. T'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop petit, tu les auras ces mots-là. Mais c'est logique, c'est une règle, ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours. Hein. Et au-delà même du corps, je me dis potentiellement même la coupe de cheveux. La façon de te coiffer. En fait, est-ce que je change pour un client au risque de perdre mes 10 autres clients ? C'est quand même un choix à chaque fois à faire un arbitrage. Ça passe de tout à rien. Ta coupe de cheveux, tu parlais des épilations chez les filles, peut-être un peu plus classique, mais chez les hommes, pareil, on est en mode, à un moment donné, tu te dis, je garde des poils, j'ai pas de poils. Ouais. Si t'as des poils, donc ça fait un peu plus mature, ça fait un peu plus bad boy. Si t'as pas de poils, du coup, ça fait aussi un peu plus propre, ça fait un peu plus... En fait, tu sais pas trop, et tu joues le yo-yo avec tout ça, puis en fait, c'est des questions que tu poses. Tiens, on va prendre l'exemple de demain. Demain, j'ai un job... spécial détail pied. Donc détail jambes, c'est pour des chaussures de costume. C'est pareil. La première question, c'était en mode genre, je viens comment ? Je viens donc jambes épilées, pas épilées. La cliente m'a dit, écoute Alex, juste la veille, tu vas passer faire une manucure, hop, comme ça, une pédicure et épilation des pieds, mais pas des jambes. Du coup, les gens pourraient se dire, mais c'est quoi ce délire en fait ? C'est juste que demain, moi, dans ma tête, je sais que je vais certainement porter des chaussures, oui. Donc, ils veulent quand même un peu de poils. Donc, oui, ils vont avoir un peu de poils. Mais ils veulent, du coup, il va certainement avoir des nu-pieds ou des claquettes. Donc, ils veulent que les nu-pieds et claquettes, que t'aies pas sur le gros orteil 4 poils qui se courent après, que ça fasse dégueulasse. Et que t'aies des pieds, genre, parfaits, limés, tout le bordel. Donc, tu vois, en fait, c'est un vocabulaire qui pourrait être un peu en mode genre, quoi, qu'est-ce qu'il me dit ? Mais en fait, qui est une logique totale. C'est notre discours dans le mannequinat et ouais, il s'apprend. Franchement, moi, il y a un truc que je dis, c'est le langage du mannequin. En fait, c'est vraiment une langue à part. Déjà, on fait un peu, tu sais, comme si c'est un peu à la mode, là, on parle souvent aussi en franc-anglais.
Oui. On met des petits mots anglais pour dire un peu on est de la hotte, tu vois. Donc on s'envoie 2-3 petits trucs comme ça. Et en plus, des fois, des trucs un peu trash comme voilà, là, non, désolé, il est trop grosse. Non, désolé, lui, trop poilu, c'est un gorille. Le mec, il a 2 poils, tu vois. Mais en fait, t'extrapoles tout pour que voilà, c'est le langage du mannequin. Et ce langage, du coup, c'est quelque chose que tu as aussi voulu enseigner. Donc, c'est un de nos points communs, c'est qu'on a créé chacun une formation de mannequin. C'était quoi ta volonté à ce moment-là quand tu as créé? Est-ce que tu voulais justement démystifier ce milieu-là, donner des opportunités aux jeunes mannequins? Tu voulais transmettre ton expérience? De quoi ça partait exactement? Alors, c'est facile. Ça part d'une question. En fait, ça part de beaucoup de personnes qui me faisaient cette question-là, qui revenaient. C'était Alex, comment t'as fait pour devenir mannequin? C'est la première question que tu m'as posée, tu vois. J'étais en mode genre, c'est un honneur en fait de dire aux gens genre comment j'ai fait pour être mannequin et voilà ma réponse et si toi t'as envie de le faire bah c'est comme ça que ça marche. Mais je me suis dit après Alex t'es personne pour dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire pour être mannequin. Donc je me suis dit toutes ces personnes là qui ont mis comme moi 2 ans, tu vois, je te disais, j'ai mis 2 ans à dire genre comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je vais faire ce job, est-ce que je dois faire ce job, il y a quoi dans le mannequinat, c'est quoi le langage, j'étais vraiment perdu et je jouais un petit peu au yo, puis t'écoutes Pierre-Paul Jacques qui te raconte au final n'importe quoi, donc tu te dis mais c'est vrai qu'il y a personne qui a dit genre comment on fait pour devenir mannequin, tu vois, et je me suis dit bah Alex, le Covid arrive, tu vois, t'es en mode t'es chez toi. Et j'avais cette question-là, il me dit, putain, il n'y a pas de réponse en fait. Et je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais faire des interviews avec tous mes collègues. Donc ça faisait à peu près 5 ans que je faisais du mannequin. Et j'étais en mode, bah vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des interviews, je vais demander à tous mes collègues de mannequins comment ils ont fait pour devenir mannequin. Je vais demander aux agences, donc aux agences, bon, bah, comment vous recrutez les mannequins. Je vais demander aux photographes comment vous shootez les mannequins. J'ai posé beaucoup de questions, donc j'étais arrivé à un total de 96 interviews, donc j'avais vraiment énormément de contenu. Et je me suis dit, bon, ok. Et tu vois, je vais prendre un exemple un peu de sportif, c'est comme un checker, tu vois. J'ai pris tout ça, j'ai mis dans un checker, j'ai secoué comme ça et ça m'a sorti en fait une formation. Ouais. Cette formation, en fait, ça a été vraiment le côté de dire genre, bon bah, voilà le résultat. C'est pas Alex Valentin qui va vous dire comment faire pour devenir mannequin. C'est vraiment tout ce palmarès que j'ai interviewé, tous ces mannequins de différents horizons, différentes nationalités, différents profils, tout ce milieu professionnel du mannequinat qui va vous dire comment faire pour devenir mannequin. Donc, on a créé en fait voilà, une formation avec des modules, des bases, des parties, etc. Une suite logique, un petit peu de... J'aime pas dire genre de suivre étape par étape les choses, mais c'est un peu ça. C'était vraiment, bah, chapitre 1, tu fais les étapes, tu fais ce qu'il y a à faire. Ok, t'as réussi. Bon, tu vas au chapitre 2, tu vas au chapitre 3, tu vas au chapitre 4 et hop, tu signes en agence, tu deviens mannequin, tu travailles. Voilà comment ça marche. C'était vraiment basique. On a créé cette formation-là, elle était sous forme virtuelle. Donc en plein Covid, c'est vrai qu'on était tous un peu fermés. Il n'y avait pas de contact physique avec les gens. Donc c'était un accès membre. Tu rejoignais la formation, tu atterrissais là-dessus, tu avais ton accès membre. Et puis après, c'était un peu comme un cahier de vacances sous forme virtuelle. Voilà. Tu avais un coach, on peut appeler ça un coach, un mentor ou un présentateur, tu l'appelleras comme tu veux. Et j'étais là donc pour animer, je faisais intervenir des gens dans cette formation-là. Et on essayait d'enseigner le mannequinat, que ce soit pour hommes, pour femmes, pour vraiment débutants, professionnels. Vraiment, il y en avait pour toutes les personnes. Ouais. Donc c'était très très cool et très enrichissant, autant pour eux que pour moi, tu vois. Et est-ce que tu as eu aussi l'occasion avec cette formation de faire des choses un peu plus en présentiel ou pas du tout? Est-ce que tu as fait, je sais pas, des shootings où tu as pu apprendre à poser potentiellement aux gens? Parce que je me dis, quand on veut devenir mannequin, ça peut être un peu une crainte aussi. Bien sûr. De se retrouver figé, tous les regards sur soi, les caméras, c'est quand même angoissant. Ah non, mais totalement. C'est vrai que nous, on avait créé en fait cette formation-là sous forme virtuelle. En plein Covid, c'était obligatoire. Oui. L'après-Covid a fait que les gens voulaient se rencontrer. Donc l'après-Covid, j'ai eu beaucoup d'interventions, on peut dire, en tant qu'enseignant. Parce que je venais soit voilà, dans des écoles, soit je venais dans des foyers, soit je venais en tant que coach. On me payait pour venir en tant que coach pour animer voilà, sur 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, sur des stages, tout ça. Donc c'était assez cool. C'était bien parce que, comme tu dis, les gens avaient besoin aussi pas d'avoir un mentor, mais d'avoir un exemple concret de personnes qui montrent le métier, surtout une personne qui l'a déjà fait. C'était cool. Très souvent, je me faisais entourer aussi d'une fille parce que je trouve que c'est vraiment 2 styles différents. Un mec, pour moi, ne peut pas forcément apprendre aux filles comment faire, défiler, etc. Je marche pas avec des talons, désolé, Oui. enfin, c'est pas encore. Mais voilà, c'était vraiment 2 trucs différents. Donc on y allait à 2 et non, c'était très très cool. C'était super bien d'enseigner, sauf qu'après, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps. Et entre enseigner les gens et moi continuer ma vie du mannequinat, de la création de contenu, etc., c'était pas possible. Et comme je dis à chaque fois, j'aime pas trop me mélanger. Donc j'ai créé ça, pourquoi ? Parce que quand il y avait le Covid, un mannequin, quand il y a le Covid, il ne travaille pas. Oui. Donc j'ai créé ça
pour avoir un autre travail. Ça allait ensemble. Ça a super bien marché. Je suis très content que ça a enseigné plein de personnes. Il y a des gens avec qui je me retrouve en shooting photo maintenant qui ont pris cette formation-là. Donc, c'est un réel plaisir. Franchement, c'est génial. Et aujourd'hui, je laisse l'enseignement à d'autres personnes. On pourra peut-être parler de votre concept. Oui, tout à fait. Après, si vous êtes... si les personnes qui nous écoutent sont aussi intéressées par le mannequinat, donc nous, on a monté Modéliste, qui est une formation de mannequin, qui est hybride, qui est à la fois une formation en ligne, du coup, un petit peu, je pense, comme tu as pu faire, où on donne finalement les bases, le vocabulaire, mais aussi des choses très concrètes de comment on entre en agence, comment on démarche les agences, comment ça se passe avec les clients, etc. Du coup, c'est une formation que j'ai créée avec une amie qu'on a en commun maintenant, qui est mannequin. Et moi, donc, qui ai toujours été aussi passionnée par ce milieu-là, mais qui n'avait pas vocation à être mannequin, qui a travaillé un petit peu dans des agences de mannequins, qui était une expérience particulière, parce que justement, en fait, j'ai détesté l'approche, ça va être horrible de dire ça, mais peut-être c'était vraiment lié à l'agence dans laquelle j'étais, mais l'approche un peu inhumaine parfois et la manière dont on traitait les gens. Le langage ça reste le langage, en fait. Mais j'ai entendu des choses exactement comme tu dis, en mode « Ah, mais elle fait du 36, c'est pas possible, elle a un physique de vache ». Ouais, non, mais et c'est pas possible d'entendre ça. J'entends ce que tu dis, mais d'un autre côté, étant dans le milieu, ça me choque pas du tout, tu vois. Oui, ça m'étonne pas. Mais du coup, c'était un peu aussi cette idée de créer en miroir inversé avec ce que j'avais pu vivre dans ce milieu-là et se dire, ok, on va donner les tips, on va donner les conseils, mais aussi axé sur le bien-être. On a parlé aussi, mais l'hygiène de vie, l'alimentation, la santé mentale aussi, c'est des choses qui sont hyper importantes dans le mannequinat, d'être solide, d'avoir confiance en soi. Donc, c'était un peu toutes les clés qu'on voulait apporter aujourd'hui, avec donc une partie de formation en ligne, mais une partie donc plus physique, où on prend plus le temps, entre guillemets, de former les gens en shooting, leur apprendre à poser, et aussi de leur donner du matériel un petit peu plus pro, un début de boucle, des polas, etc., pour vraiment pouvoir démarcher les agences et les lancer pleinement. Donc non, franchement, c'est un chouette projet, et j'espère qu'on pourra accompagner un maximum de mannequins. On prend un petit peu ton relais. Mais franchement, je passe le flambeau avec grand plaisir, et j'encouragerais vraiment les personnes qui suivaient devenirmannequinpro.fr de suivre des personnes comme vous qui justement enseignent et qui ont une expertise réelle, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça a été une grande mode, les formations, les choses comme ça. Oui. Donc on a un peu tout et rien, et aujourd'hui de trouver des bonnes infos. Alors après, de toute façon, je prends l'exemple des formations globales, que ce soit le mannequinat ou que ce soit autre, l'immobilier, les choses comme ça. Il y a eu une grosse vague. Aujourd'hui, de trouver les bons et les bonnes, c'est un peu plus compliqué, donc il faut vraiment sélectionner, il faut y aller à tâtons, et avec plaisir, j'ai pu regarder un petit peu ce que vous faites, et moi, j'encourage les gens de foncer s'ils veulent du présentiel, et je serais ravi à l'occasion de faire une intervention avec vous s'il y a besoin, etc. Ce sera avec grand plaisir. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Mais du coup, donc nous, on a créé une formation. Toi, tes conseils, tu as essayé de les mettre d'une autre manière maintenant. Tout à fait. En écrivant un livre, le guide du mannequin. Il est là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce livre ? Oui, ce livre, franchement, c'est un aboutissement au final de toute ma vie. Il a déjà 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans. Il est sorti de façon directement après le Covid. Il avait un lien avec la formation parce que voilà, en fait, je vais pas dire que ce que j'ai mis en formation, je l'ai rassemblé à l'écrit, parce que c'est compliqué, c'est 2 styles différents, mais il y a le guide du mannequin, j'aime bien le présenter comme les personnes en fait qui partent dans un pays, tu sais, on prend quoi ? On prend un routard. Oui. Et en fait, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'en fait, le guide du mannequin, il est là, tu veux commencer dans le mannequinat, c'est un peu le mannequinat pour les nuls. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu veux commencer dans cette aventure-là et tu te dis, au lieu d'écouter la voisine qui a fait un peu 2-3 photos, puis ou l'autre là qui est photographe mais il a 65 ans, et du coup, non, prends ce petit truc, c'est un petit bouquin, et franchement, en lecture, c'est pas non plus une bible, tu vois. Ouais. Donc c'est facile à lire. C'est illustré, tout ça, je vois. C'est illustré, ouais, c'est ludique, enfin, vraiment, c'est assez simple, c'est assez clair. Et ouais, franchement, je suis hyper fier de ce livre-là, parce que pour moi, c'est ce qui me correspond. Ouais, plus j'aime cette image avec j'ai ma petite tête derrière pour vraiment dire que c'est bien moi qui l'ai écrit, mais il a été construit avec plein de personnes, et vraiment j'en suis super content, et je trouve que c'est un peu la base des bases à avoir dans le mannequinat, même pour autant les amateurs que les professionnels, parce que souvent les professionnels, quand on est dans le mannequinat, on se dit ouais, mais c'est bon, en fait c'est facile, maintenant je suis mannequin. Et en fait non, la base des bases, elle est là-dedans. On oublie au final de faire les basiques qu'il y a à faire en tant que mannequin, et c'est pour ça que peut-être on travaille pas, c'est pour ça qu'on marche moins que le voisin. Tu vois, des fois quand tu vas chez un photographe, t'as toujours un gros livre photo d'une star de photographie, etc. Et j'aimerais bien que dans chaque agence, tu vois, que j'ai mon petit livre comme ça, qui dit juste
Ok, tu commences à devenir mannequin, bah tiens, prends ce petit routard là, hop, tu le lis. Franchement, il y a exactement, vous dire ça, il y a 138 pages. Franchement, C'est ça accessible. peut se faire en une nuit, même pas. Ouais. Donc non, c'est assez facile. Je suis hyper content de ça. Ça aide énormément de personnes. C'est un format on parle de prix qui n'est pas cher du tout, Mhm. qui est donné vraiment à tout le monde. Donc, faut pas hésiter à le prendre. Et ouais, on va dire, c'est un premier pas dans le mannequinat. Et franchement, il fait du bien, ouais. Je pense que c'est une très très bonne base, en tout cas pour les personnes qui veulent se lancer. J'avais une question aussi, c'était en 10 ans, du coup, comment tu perçois l'évolution dans le milieu du mannequinat, notamment l'avancée aujourd'hui technologique avec l'IA. Je sais que ça menace énormément le métier de mannequin. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, j'adore. En vrai, je suis fan. Je suis fan parce que je vais pas dire que ça avait tendance à stagner, mais c'était très facile en fait. On fait un petit remake dans le passé. T'avais, à l'époque, je l'ai même pas connu, mais t'avais l'argentique. C'est devenu au numérique. Tu vois, déjà ça, c'était un cap qui était ouf. Là, après, du coup, ça a stagné. En mode, genre, la photo, c'est cool, on fait des trucs extraordinaires. Et j'ai été dans cette période, donc j'ai adoré vraiment ça. Et là, on arrive sur tu vois, c'est comme s'il y avait un nouveau train qui passe. Et tu te dis, bah, il faut que je le prenne. Si tu le prends pas, tu loupes l'IA. Ça va être dur. L'IA, ça arrive très fort. Et c'est déjà là, en fait. Tout ce que nous-mêmes, on pense, c'est déjà créé. C'est quand même fort. C'est-à-dire que demain, tu te dis, ouais, j'aimerais bien créer cette campagne-là. Elle est déjà créée, en fait. Elle a déjà été faite. Elle est déjà créée à quelque part où elle va arriver, tu vois. Donc, non, il faut travailler avec l'IA. Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Elle va être là. Elle va être d'autant plus présente. Et plus on va avancer, plus elle sera là et plus ça sera même démesuré. Bon, je rebondis sur le livre. J'avais entrepris de créer un second livre qui s'appelait, du coup, Le Mannequin 2.0. Et en fait, Le Mannequin 2.0, c'était quoi? Bah, c'était vraiment ça. C'était vraiment le mannequin qui rentre avec l'IA. Sauf que, sans te mentir, en créant le livre, moi-même, j'étais même dépassé en me disant, même en utilisant ChatGPT et en utilisant tous les trucs en mode genre, en travaillant avec l'IA et en créant ce livre-là, je me suis dit, oh, mais l'avancée, elle va tellement vite. Tu sais, un guide comme ça a pas de date de péremption. Oui, je suis d'accord. Quand tu parles du savoir-faire, de la technologie, ta date de péremption, elle est du jour au lendemain, elle peut virer. Sûr. Et là, j'étais en mode, genre, quand j'ai créé ce second livre, j'étais prêt à le publier à la fin. Et puis, je me suis dit, oh, mais même juste en le créant là, en le sortant, il est déjà périmé le truc. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, non, ça a été trop cool parce que ça m'a permis de m'enrichir de savoir-faire sur les technologies, dont l'IA. Et je me suis dit, waouh, l'avancée, elle va vite, elle fait peur. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, genre, et c'est la vérité, on va être remplacé par ces technologies, que ce soit le métier de mannequin ou que ce soit n'importe quel métier. On va juste être transformé ou modifié. C'est-à-dire que il faudra que l'humain, il soit quand même toujours là. Je vais parler dans certaines, tu vois, dans certaines marques, il y aura toujours ce... Tu sais, il y a eu un moment, c'était marqué sur les pancartes, quand on faisait une campagne, c'était marqué photo retouchée. Oui, mais c'est toujours le cas. Ouais. Bientôt, ça sera marqué Made in Human. Oui, mais vraiment, vrai. fait avec des vrais humains. Ouais. Et je te promets que ça sera marqué ça, surtout dans des images luxe, pour dire genre, écoutez, nous, on a notre savoir-faire, fait à la main, même si, bon, c'est ce que c'est, mais fait à la main. Et on a notre savoir-faire avec des humains, des vrais humains, pas des... Oui. Et en fait, je pense que ça aura un impact là-dessus. Donc, il y aura encore du mannequinat, évidemment. On en aura besoin. On aura besoin peut-être moins de virtuel, tu vois, moins de photos, machin, parce qu'au lieu d'aller à la montagne faire la dernière photo, bah, on la fera déjà sur un fond blanc, puis on mettra, vas-y, tu me mets un paysage. Ou on ne fera même pas avec le mannequin, on dira, tu prends ce t-shirt blanc là, tu me le mets sur, tiens, dans ma base d'IA, qu'est-ce que j'ai? Allez, je prends un châtain, yeux bleus, qu'est-ce que je lui prends en taille petit, grand, moyen, tac, hop, je lui mets ça, et hop, je lui crée quelque chose, et hop, ça sera nickel. Et ça sera franchement pratiquement réel. Je me souviens, il n'y a même pas un an, on était en mode genre, ouais, c'est bizarre, ça prend du temps, ils n'arrivent pas avec les doigts. Non, ça sera réel. Genre, ça sera même plus beau qu'une photo originale. Donc vraiment, l'IA, ça va révolutionner le monde. Mais il y aura quand même ce côté du mannequinat où il faudra toujours du physique. Donc il faudra, bah, tu vois, je te parlais des showrooms, des défilés, des choses comme ça. Il faudra qu'il y ait des mannequins. Ça sera compliqué de faire des collections où ça défile en IA. Et encore, je pense que ça arrivera. Mais il faudra, par exemple, le client, il veut porter le vêtement qui est à la fin et dire, genre, ça donne quoi le rendu? Une IA pourra pas faire un rendu, à part si demain on fait vraiment des robots IA qui ressemblent aux humains. Là, il y a encore un train qui va passer, mais je serai peut-être plus là. Mais ouais, la technologie, c'est fascinant. Il faut juste avancer avec, parce que si tu loupes ce train-là ou tu loupes ce wagon, mais tu prends une gifle dans la tête qui est extraordinaire. Donc non, faut y aller, faut en avoir conscience et il faut travailler avec. C'est-à-dire que
elle arrive, l'IA, elle fait peur, mais si tu travailles pas avec, je sais pas, je suis sûr que tu utilises ChatGPT à 100%, je suis presque sûr aussi que tu fais appel des fois à l'IA sur certains trucs. Évidemment, il faut, parce que si tu le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. Et tu parlais des futurs jobs qu'il y aura. Pour moi, il faut tout de suite se mettre un mannequin qui, à l'époque, était pas sur les réseaux sociaux et se disait, ouais, non, mais ça, non, mets-toi sur les réseaux sociaux. Ça fait partie aussi de ça. Je prends mon exemple à moi. J'étais réseaux sociaux, oui, j'ai toujours été parce que ça a été dedans. Mais aujourd'hui, d'autant plus parce que voilà, c'est les réseaux sociaux, il y a un truc qui est cool par rapport à l'IA, c'est que ça te permet en fait d'avoir une vraie personnalité. Ce qui est vraiment contradictoire. Attention, c'est là que je suis en train de parler, de dire genre, je parle d'un profil Insta ou TikTok, de dire genre, si tu as un profil Insta et TikTok, il est réel. On parle d'un truc quand même virtuel, mais je vais quand même te dire qu'il est quand même réel. C'est-à-dire que les gens pourront quand même s'identifier à dire non, mais c'est Alex Vanta, mais je le connais depuis longtemps, j'ai déjà vu, c'est un réel. C'est pas un virtuel, lui. Il est réel. Son contenu, là, il est en train de faire un shooting photo, c'est réel. Il est en train de courir là sur c'est réel, ça. Et en fait, les gens pourront, t'imagines, s'identifier à quelque chose de virtuel en mode de dire ça, c'est du réel et c'est pas du virtuel. Et ça, c'est quand même hyper fou parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est un langage de sourd et hyper contradictoire, mais c'est vraiment vrai. Donc, je pense qu'il y a quand même un côté à aller chercher maintenant, le côté 100% virtuel avec notre réel, tu vois. Le sujet de l'IA, c'est un sujet vraiment très complexe, mais à la fois, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses et à la fois, je me dis, ça change quand même radicalement le métier quand tu passes de faire des voyages à Santorin, comme tu disais, qui était vraiment toute la beauté de ton métier, les connexions humaines, les relations, etc. L'expérience finalement que tu prends sur ces tournages, à passer un studio fond blanc, on te donne des vêtements ou bien même on les retouche, on les crée en IA, etc. C'est quand même pas le même métier. C'est pas le même métier, et c'est des métiers qui, je suis désolé de dire ça, si des gens ont commencé le mannequinat et qui disent ouais, moi je veux faire ça, c'est des métiers qui disparaîtront comme tous les métiers. Demain, faut se rendre aussi un peu à l'évidence. Je suis personne pour dire ça, mais moi-même le premier. Demain, t'as un comptable, demain, t'as un avocat, demain, j'utilise plus un seul service de dire attends, bouge pas, je vais demander du coup à un avocat ce truc. Non, tu demandes à un chat. Tu viens du coup de prendre le boulot d'un gars. Tu veux, je sais pas, tu veux n'importe quoi. On se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on va faire une demande ou un truc comme ça, on prend un métier en fait. Et ça sera pareil sur le mannequinat. Demain, t'es dans ce sens-là, mais demain, c'est toi la cliente et tu te dis, bah attends, est-ce que je les envoie pas tous là à Santorin pour faire des trucs machin et ça me coûte tant, ou est-ce que je demande juste à mon petit abonnement à 8,99 € de me générer une truc. Bah ton choix, il est vite fait. Ouais, bien sûr. Pour une question de rentabilité, je suis d'accord avec toi que tu auras plus ce côté genre magique de la photo, de dire genre waouh, mais cette campagne-là, même si elle m'a coûté de l'argent, mais c'était magique, on a fait ci, on a fait ça, et tu auras des retours, etc. Oui, mais vu qu'en gros, tu peux tellement créer du fake sur les réseaux aussi et sur ce côté virtuel que oui. Je suis désolé, mais oui, faut se rendre à l'évidence. Ça va faire peut-être peur à beaucoup de gens, mais évidemment que ça tuera le truc. Il y aura encore du mannequinat, il y en aura, etc. Mais le métier va évoluer et c'est un fait. C'est vraiment, je prends l'exemple, franchement, dans ce milieu, c'est vraiment comme, même si je ne l'ai pas connu, je l'entends parce que j'ai bossé avec beaucoup de photographes qui étaient dans le côté, justement, numérique et argentique et qui te disaient, mais ça nous a détruit en fait. À l'époque, on prenait une photo comme ça, c'était de l'instant T, tac, on allait la faire machiner dans l'eau, tac, et on sortait, le grain, tout c'était genre réel. On savait même pas la photo qu'on avait, on l'obtenait après, quoi. On était genre waouh. Après, tu disais, après on a sorti le numérique, tu faisais 4 clics et tu avais déjà avec ta photo, donc tu pouvais en faire 360 pour avoir la photo. Ok. Et là maintenant, on te dit, tu as juste à écrire un texte et tu as la photo. Waouh, c'est quand même une avancée extraordinaire. Mais aujourd'hui, ceux qui prennent encore de l'argentique, c'est des mecs, c'est des gars qui sont de la préhistoire. On ressort ce côté un peu vintage, on se dit waouh, c'est bien le boulot que tu faisais. Mais c'est bon, moi j'ai juste à te demander et j'ai ta photo. Et en mieux, et sans machin, etc. Donc non, il faut juste se dire, il faut vivre avec notre temps. Et ouais, il faut avancer. Et il faut se dire aussi, on est en France. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on est quand même 5 ans pour moi en retard sur le monde. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est Amérique, tout ce qui est pays asiatique, etc., on a 5 ans de retard, vraiment, réellement. Si tu voyages beaucoup, tu vas dans ces pays-là et tu vois ce qui se passe là-bas et tu te dis, en France, on est quand même tranquille, hein, mais vraiment. C'est-à-dire que l'IA, c'est genre pépère, tu vois. Là-bas, ça existe déjà depuis Tu vois, j'ai signé avec une agence à Dubaï. À Dubaï, l'agence où tu signes, c'était en mode, tu donnes ton book, il te transforme et c'est bon, il shoot déjà avec toi. T'es payé juste en droit d'image. C'est-à-dire que je ne vais plus shooter. Je ne vais même pas shooter.
Ouais, Donc, j'ai vu plusieurs agences comme ça. Je veux dire, tu te rends compte quand même comme ça va vite dans les autres pays. Nous, en France, on a encore des lois qui font attention à tout ça et dire genre on y va pépère comme on a toujours été en France. Et tu te dis, bon, bah heureusement, on a encore un peu de temps. Mais déjà, dans le monde entier, ça évolue très très vite. Et ouais, faut être prêt. C'est juste ça, faut être prêt. Je pourrais vraiment parler pendant 4 heures, mais il faut que je conclue ce podcast. Donc je vais te poser ma dernière question, la question signature du podcast. C'est quoi pour toi la vie d'artiste ? C'est être libre. Vraiment, je pense que c'est être libre. Je vais pas dire de faire ce qu'on veut, quand on veut, etc. Mais juste être libre, se sentir bien dans ses baskets. Il y a un truc que j'ai compris, moi, maintenant, au bout de 10 ans, tu vois, là, j'ai 32 ans. C'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu gagnes, tant qu'en fait, tu es bien dans ta tête, tant que tu es bien avec tes proches et tant que tu es bien dans ton corps, en vrai, ça fait un peu une phrase un peu bullshit, mais vraiment, c'est vraiment la base des bases. Et voilà, je pense juste être libre et être libre de faire ce que tu veux. Et voilà, c'est ça, être artiste, en fait. C'est ouais. Bah, j'aime beaucoup cette réponse. Pour les gens qui veulent potentiellement te suivre, découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah, essentiellement, je pense sur Instagram, Alex Valentin, tout simple, basique. Et sinon, après, vous pouvez... c'est la petite pub du guide du mannequin. Ouais. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur toutes les plateformes. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite à suivre du coup Alex Valentin si le mannequinat vous intéresse et également à suivre Modélis si vous souhaitez vous former. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à le liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, ça nous aide vraiment. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de métiers ou d'invités que vous aimeriez que je reçoive. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous apporter ces discussions, ces conseils, ces parcours de vie. J'espère que ça vous apprend des choses, que ça vous aide, que ça vous motive. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Et je vous dis à très vite sur Première Loge.